nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Madame Aurélie Binot, qui est donc anthropologue, ingénieure agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement à Montpellier. Bonjour Madame, prenez place. Donc qui est Éric Delaporte, donc qui est professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'université au CHU de Montpellier, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Et pour animer ces échanges, Étienne Gernel, le directeur du Point, que nous accueillons tout de suite. Et Étienne, je vous passe la parole. C'est parti, merci beaucoup Hélène. On a le débat le plus passionnant, je vous dis tout de suite. C'est incroyable, la fable du pangolin et de la chauve-souris. En fait, on va parler d'un sujet extrêmement sérieux, hein, celui de l'homme et de son environnement, des zoonoses, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, on a deux invités au top du top pour parler de ça. On a les meilleurs qui sont sur place avec nous pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment 30 millions d'amis ou est-ce qu'on a quelques milliards d'ennemis sur la planète qui vont nous refiler des petits virus bien méchants? En tout cas, ça pose déjà une question qui est une question d'histoire. Juste avant d'aborder l'implication concrète réelle, de faire le petit cluedo sur le pangolin et la chauve-souris, Aurélie Binot, vous qui êtes anthropologue, c'était un révélateur cette histoire, c'est que nous appartenons à un environnement plus large. En effet, on fait partie des animaux, quoi, parce qu'ils nous refilent des maladies. Qu'est-ce qui nous différencie vraiment de la civette, du pangolin ou de la chauve-souris, puisque leurs maladies nous sont transmissibles? Est-ce que c'est un choc pour l'humanité, ou vous le savez depuis longtemps? Alors le fait que nous partageons parfois les mêmes pathologies, c'est pas un choc, c'est pas nouveau. Ce qui a été un révélateur, c'est peut-être le système global de production agricole notamment, mais tout notre rapport à l'environnement qui a fortement évolué depuis quelques siècles. Et avec la crise environnementale qui s'est profilée dans la fin du XXe siècle, on a vu émerger la grippe aviaire, le premier SARS, et donc on a eu de premières sonnettes d'alarme qui venaient nous dire finalement, mais c'est pas tellement le pangolin ou la chauve-souris qui nous rend malades, c'est la manière dont nous interagissons avec l'environnement, avec les écosystèmes, et c'est finalement les socio-écosystèmes qu'on a construits depuis. Ce qui veut dire que la santé, ce n'est pas qu'un sujet d'hôpital, de recherche de médicaments absolument. ou de vaccins, c'est aussi la manière dont on élève des animaux et dans la manière dont c'est la manière dont on élève touche. Des animaux, c'est la manière dont on conçoit notre interaction avec la nature, c'est la manière dont on produit aussi, au cœur du problème aujourd'hui, il y a la manière dont on produit notre nourriture. Il y a les systèmes alimentaires, les systèmes agricoles. Et c'est ça que ça vient nous révéler finalement, c'est ce besoin, on en parle beaucoup pour d'autres sujets aussi que la santé, ce besoin de transition. On sent quelque part, vous parliez de perception et d'anthropologie, on sent que notre système est arrivé quelque part en bout de course, on est face à une impasse et ça se révèle de partout. Et dans la santé aussi, et la santé finalement c'est un construit social. Un système en bonne santé, un écosystème, une société en bonne santé, qu'est-ce que c'est? C'est à nous de le définir et en fonction de la manière dont on le définit, d'agir et d'adapter nos pratiques. Éric Delaporte, concrètement, sur la Covid-19, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes un peu le Sherlock Holmes ici, de l'enquête. Le pangolin et la chauve-souris méritent-ils d'être mis en examen? La chauve-souris, oui. Le pangolin, de moins en moins. Ah, il est proche de la relaxe. Oui, il est proche de la relaxe. D'accord. Alors pourquoi? Alors la chauve-souris, pourquoi? Parce qu'on retrouve chez les chauves-souris des coronavirus, ça vous le savez tous, extraordinairement proches du virus qui circule actuellement pour la Covid. Et proche, ça ne veut pas dire identique. Et donc ce qu'on recherche, c'est le virus identique, celui qui est vraiment l'ancêtre exact de l'épidémie. Le virus du pangolin est très 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 différent. Alors, il y a eu des études tout à fait récentes de biologie moléculaire, d'analyse fine des séquences qui montrent comment, à partir des souches qui circulent actuellement en France et dans le monde, comment on peut retracer l'ancêtre commun à toutes les souches qui circulent. Bon, c'est relativement récent, puisque c'est de décembre seulement. Et puis, on s'aperçoit que cette souche-là n'a rien à voir avec celle du pangolin. Et elle est très proche de celle qu'on observe chez la chauve-souris, mais on n'a pas encore trouvé l'équivalent dans la chauve-souris. Alors ça, c'est refaire la traque de l'origine. Hein, pour le virus du sida, on a mis près de 20-30 ans pour retrouver. Donc c'est sûr que la chauve-souris est impliquée, c'est a priori le réservoir initial, c'est la chauve-souris, mais après, le virus de la chauve-souris, pour nous contaminer, peut nous contaminer parfois directement,
parce qu'on va préparer la chauve-souris, on va se blesser, parce que dans les liquides biologiques, ils vont contaminer un fruit qu'on va mordre, etc. Mais parfois, le virus a besoin d'être dans un hôte intermédiaire. C'est pour ça qu'on avait pensé le pangolin. Alors pourquoi l'hôte intermédiaire? Soit parce que ça va amplifier le virus. Le taux de virus dans une chauve-souris n'est peut-être pas suffisant, puis en passant dans un autre animal, le taux de virus va exploser et l'animal va devenir beaucoup plus contaminant. D'où l'autre intermédiaire. Ça, c'est simplement amplificateur. Et ça, c'est souvent le cochon. Ça peut être le cochon pour certains virus, mais pour le pangolin, alors pourquoi on avait pensé au pangolin? C'est parce qu'il avait un coronavirus, et puis il y avait une sorte de clé qui permet au virus de rentrer dans les cellules humaines. On s'est dit, tiens, le virus de la chauve-souris est allé chez le pangolin, il s'est recombiné, il a récupéré la clé, et ensuite il a contaminé l'homme. Mais ça, c'est tombé. Non, c'était une intuition qui n'a pas été vérifiée. Alors, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est quand on regarde ces dernières années, entre Ebola, Zika, le chikungunya, SARS, MERS, à chaque fois, ce sont des zoonoses. Oui. Alors, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est des virus qui existent depuis très très longtemps. L'exemple du sida est un excellent exemple. Pourquoi? Parce qu'on retrouvait chez les grands singes des virus, et au fin fond de la forêt, très probablement, il y a eu des passages du singe à l'homme qui remontent à la nuit des temps. Des étincelles. Et puis à un moment, il y a eu un incendie. Et pour qu'il y ait un incendie, il faut qu'il y ait des facteurs. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est les facteurs qui font l'incendie. C'est ce que disait Aurélie, c'est-à-dire les modifications de l'environnement, la mondialisation, etc. Donc il y a deux choses qui sont bien différentes. L'origine du virus, le passage de l'animal à l'homme, où ça existe depuis très longtemps, dans plein de domaines. Et puis à un moment, ce passage va faire que ça devient une épidémie mondiale, comme on a vu avec la pandémie en 2 mois. C'est ça le fait nouveau, c'est ces facteurs qui font l'incendie, ces facteurs de diffusion massive aujourd'hui. Aurélie Binot, parlez-nous par exemple du sujet de la perte de biodiversité, parce qu'on dit toujours c'est triste quand des espèces disparaissent, parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel presque, naturel et culturel, ça va ensemble. Expliquez-nous précisément pourquoi la perte de la biodiversité est un danger pour notre santé à nous. Alors il y a déjà deux raisons, on peut l'expliquer de deux manières différentes. D'abord, perte de biodiversité, ça va souvent avec la déforestation. Quand on est sur des déforestations massives, on crée de nouvelles interfaces de contact, notamment entre les chauves-souris ou d'autres espèces qui vont pouvoir justement transmettre ces virus et l'homme. On parlait de chauve-souris, il y a un autre virus qui a émergé il y a quelques dizaines d'années, c'est le virus Nipah. Il y a eu une première émergence en Malaisie où des populations de chauves-souris qui étaient porteuses de ce virus se sont retrouvées en contact de villageois qui faisaient de l'élevage de cochons à nouveau. Et les déjections de porc, voilà, les déjections de chauves-souris sont tombées dans la nourriture des cochons et ensuite le virus a été transmis aux humains. C'est bien parce que les milieux naturels ont été complètement perturbés qu'une nouvelle interface de contact s'est créée et a permis le passage du virus. Oui, alors on retrouve ça dans plein de pathologies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la déforestation, par exemple, les animaux qui étaient au fin fond de la forêt se retrouvent sur les marchés. Donc la viande de brousse, c'est une bombe potentielle d'agents infectieux. Donc, oui, mais pardon, mais les chasseurs-cueilleurs que nous étions, il n'y a pas si longtemps quand même, ils mangeaient que de la viande sauvage quand même. Pourquoi regardez le virus de la rougeole. Le virus de la rougeole, c'était un virus, l'ancêtre vient de la peste bovine. Et c'est nos ancêtres, il y a des milliers d'années, quand ils ont domestiqué les bovins, ça a entraîné le passage de ce virus à l'homme, c'est devenu le virus de la rougeole, c'est devenu un virus totalement humain qui d'ailleurs ne repasse pas chez les ruminants. Et donc cette histoire d'adaptation des virus qui viennent du monde animal vers nous, on l'a toujours connue. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il est moins dangereux d'être chasseur-cueilleur où de temps en temps on tue un animal et on le mange, plutôt que de l'élever et de vivre à côté, c'est ça, Aurélie Binot? Il y a cette question de proximité, de densité, et oui, il y a aussi le fait, enfin tout ça, ça a quelque chose de très positif quand même aussi dans l'état un peu général de crise qu'on connaît, la crise environnementale, on vit une époque formidable, mais quand même très, très anxiogène, et finalement, avec ce type d'alerte, on se rend compte de l'importance de mieux connecter, de mieux comprendre notre monde, mais dans sa globalité, avec une approche systémique. On parle beaucoup, avec la crise de la Covid, de l'approche One Health, une seule santé, des approches de santé globale, de santé unique. Cette prise de santé unique, conscience, ça veut dire que la santé des animaux et la santé des êtres humains, c'est un même sujet. Et de l'environnement, c'est-à-dire que, alors c'est un même sujet, c'est pas tant que c'est un même sujet, je sais que autant il est important de bien comprendre ce qui se passe en santé humaine, en santé animale
et au niveau de l'environnement, autant il est capital aussi de bien comprendre toutes les interactions et de se donner les moyens de collaborer, de travailler ensemble entre vétérinaires, anthropologues, médecins, écologistes, etc., de pouvoir combiner nos compétences et nous trouver des manières innovantes, renouveler la science et la manière dont la science se met au service de la société. Le virus Ebola, par exemple, a été dramatique pour les colonies de gorilles. Et le chimpanzé, qu'on croyait indemne de faire la maladie du sida, on s'est aperçu que le chimpanzé faisait le sida également. Et donc tous ces virus ont un impact également pour la santé humaine. Je voudrais qu'en 1 minute, vous nous racontiez l'histoire du sida, du VIH, parce que c'est quand même très important. Puis vous avez été au cœur de cette histoire, parce que vous avez reçu des premiers malades alors que vous étiez interne. Ah oui, oui, c'est vrai, c'était il y a longtemps, en 80, à l'hôpital Claude Bernard à Paris, on recevait les premiers patients. Et ce qui était, alors c'était avant tout les patients gays, mais on avait également arrivé des patients d'Afrique, en particulier de ce qu'on appelait le Zaïre. Et donc il y a eu cette piste de se dire, il se passe quelque chose en Afrique, et on m'avait demandé de partir là-bas. On a commencé à faire les premières enquêtes en Afrique centrale, et on a eu l'occasion de s'intéresser aux chimpanzés qui arrivaient dans ce centre de recherche, qui est un grand centre de primatologie. On a eu un chimpanzé séropositif, qui était avec une positivité du virus du sida. C'est la première fois que dans le monde animal, on trouvait l'équivalent d'un virus HIV-1. C'était un chimpanzé domestique, donc on pouvait se poser la question, est-ce qu'il n'a pas été contaminé par l'environnement, etc. Et se poser la question de comment aller plus loin quand ce sont des espèces protégées. On ne va pas entretenir la traite en allant sur les marchés, parce qu'on aurait entretenu le braconnage. On n'allait pas les tirer, ils allaient se blesser en tombant. Donc il fallait trouver des méthodes non invasives, c'est des méthodes qui sont devenues non génériques. Et en fait, la lumière est venue en disant on va faire ça à partir des crottes de singe. C'est tout à fait trivial, mais à partir d'une crotte de singe, on a réussi à faire de la recherche d'anticorps, la recherche de virus, la recherche de l'espèce, la recherche de l'individu. Et on s'est mis comme ça sur des années, ça a mis près de 20 ans avec des collègues et africains, de trouver la colonie à l'origine du virus du sida. Et cette colonie, c'est le sud-est du Cameroun. Et c'est un affluent du fleuve Congo. À l'époque, il y avait un trafic de défense d'éléphants qui allait de sud-est Cameroun jusqu'à Kinshasa. À l'époque, on parlait de Léopoldville. Le virus arrive dans les années 1900-1920 à Léopoldville. Alors là, c'est également le monde moderne, c'est-à-dire la colonisation, avec beaucoup d'hommes qui sont exploités, ce qu'on appelle pudiquement les filles libres, peu nombreuses, beaucoup de maladies sexuellement transmises, et une épidémie qui commence à bas bruit. Et alors, ça aurait pu rester là, puisque les premiers patients, finalement, c'était des patients dans la communauté gay. Et donc, quel est le lien entre les premiers patients qu'on observe en Occident américain et une origine africaine? Donc c'était là comment on fait le lien. En fait, après, il y a tous les facteurs liés à la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a eu ce passage une fois, l'animal infecté ou l'homme infecté est arrivé à Kinshasa, le virus s'est développé à bas bruit, et décolonisation, les années 60, on fait venir des forces ONU, les Haïtiens, parce qu'ils étaient bien formés, parce qu'ils étaient francophones. Les Haïtiens se sont contaminés à cette époque, ils retournent dans leur pays dans les années 60-70, des trafics de sang tout à fait horribles, des milliers de litres chaque semaine partaient aux États-Unis pour l'hépatite, etc. Plus le tourisme gay, sexuel, qui a fait que le virus a commencé à se développer comme ça en Occident. Donc on voit qu'il y a la convergence de facteurs pour faire que l'étincelle initiale, comme je le disais tout à l'heure, est devenue un incendie avec la coïncidence de plein de facteurs qui, indépendamment, n'auraient pas fait l'épidémie. Tout s'est retrouvé au même moment. Et pour beaucoup d'épidémies, c'est ça. C'est la coïncidence de beaucoup de facteurs qui vont faire que ça va flamber d'un seul coup. Et malheureusement, on trouve de plus en plus ça. Mais alors, Aurélie Binot, quand même, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a quand même des sales bêtes? Parce que on retrouve quand même les mêmes suspects, quoi. La chauve-souris, que personne n'aime d'ailleurs. Parce que, je ne sais pas, il y a des gens ici qui aiment les chauves-souris. Mais en général, elles nous foutent la trouille un petit peu, etc. C'est d'ailleurs l'origine de l'histoire de Batman. Il a peur des chauves-souris. Pourquoi est-ce que c'est toujours la chauve-souris? On retrouve la civette. Alors cela dit, il y a aussi toutes les grippes aviaires diverses. Mais enfin, il y a quand même des suspects habituels. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter des animaux pareils? Qu'est-ce qui se passe avec la chauve-souris? Alors, moi, j'ai envie de dire, la chauve-souris, vous l'avez identifiée comme suspect parce que ça fait... Elle est utile quelque part aussi, sinon on ne serait pas au contact de la chauve-souris. Elle est utile en quoi, la chauve-souris? Alors, elle est utile, la chauve-souris, parce qu'on utilise ces déjections pour cultiver les champs, par exemple, au Cambodge.
Donc là, le guano de chauve-souris est un fertilisant remarquable. Donc là, on est face à une utilisation. Enfin, les gens connaissent les chauves-souris, vont au contact des chauves-souris, et on a d'ailleurs fait au Cambodge une étude anthropologique sur la perception des chauves-souris. Cette peur de la chauve-souris, elle est complètement culturelle pour nous, mais pour les Cambodgiens, il n'y a pas de peur de la chauve-souris. Au contraire, au Laos, dans des villages autour de Vientiane, on utilise le sang de chauve-souris dans des remèdes, dans la pharmacopée traditionnelle. Ouais, ça donne envie. Donc tout ça, c'est vrai dans un contexte culturel particulier. Face à la chauve-souris, comme on est au contact, il y a certaines choses qu'on connaît, nous, mais quand on est face, je voulais revenir là-dessus, tout à l'heure, j'ai pas pensé à aller jusque-là, mais quand on est face à, vous disiez, toutes ces maladies, ces nouveaux virus qui arrivent, c'est justement le problème, c'est que ces maladies émergentes, forcément, elles émergent, on ne les connaît pas. Donc comment faire face? Moi, je reviens un peu sur le côté, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant en société pour aller de l'avant et pour transformer l'essai et pour s'en sortir, tout simplement? Eh bien, ce qu'il faut trouver, c'est des moyens de communiquer. Je veux dire, Éric Delaporte connaît plein de choses sur les virus. Il a un savoir très précieux là-dessus. Comment faire que ce savoir puisse se traduire, déjà être transmis et se traduire en bonnes pratiques, en changement de pratique et en mesures de prévention, par exemple, au fin fond d'un village du Cambodge. C'est peut-être ça le vrai défi, c'est comment on fait mais concrètement, pour par exemple, rapprocher les scientifiques des on dit que des les populations. rizières, c'est pas très bon parce que ça favorise les moustiques qui sont des transmetteurs. Mais on va pas arrêter de faire du riz. Il faut nourrir les gens. Est-ce que c'est difficile? Non, mais concrètement, parce que c'est ça tout le problème d'ailleurs de la question de l'agriculture, de l'agronomie, c'est on est face à des besoins humains de se nourrir. Absolument, mais on est aussi face à ces besoins, on fait des choix. Et ce qu'il faut peut-être réellement changer quand on parle de transition agroécologique, c'est un bien beau mot, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain? Ça veut dire accepter de changer nos pratiques, de changer peut-être un peu nos systèmes alimentaires, de cultiver peut-être d'autres sortes du riz ou de ne pas cultiver que du riz, ou voilà, en tout cas d'avoir une négociation localement au niveau des territoires qui permettent aux gens de choisir de changer de pratique parce qu'ils auront pris conscience que leurs pratiques sont à risque. Donc c'est un peu aussi cet enjeu-là qu'on essaye de porter dans nos projets interdisciplinaires, où finalement on se met aux côtés des populations à risque pour essayer autant que possible de partager notre compréhension des problèmes auxquels ils font face, de comprendre la leur, et puis qu'eux arrivent à définir ce qu'ils souhaitent. Ils veulent, a priori, tout le monde veut la santé. Donc pour eux, un système en bonne santé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça implique de faire de terribles sacrifices en termes de production agricole et donc de revenus? Donc de négocier tout ça? Et ça, là, on est à un stade où on se rend compte qu'il faut changer, mais le comment faire, comment on fait pour changer, comment on met en place cette transition, là, il y a de vrais enjeux aussi où les chercheurs et les populations doivent travailler ensemble. Et il y a un concept qui est super intéressant pour ça, c'est le concept de laboratoire vivant, de living lab, qu'on essaye de développer de plus en plus. Eh bien, c'est un dispositif territorial. En gros, les gens se regroupent, demandent aux chercheurs et à certains scientifiques de faire des expériences avec eux pour identifier, par exemple, eh bien, les risques associés à l'élevage, l'élevage de cochons dans un certain environnement, ou les risques de transmission, de contamination des milieux en utilisant certains intrants agricoles. Enfin, par rapport à leurs pratiques, essayer de voir ce qu'ils peuvent faire concrètement, eux, pour améliorer leur santé. Alors, justement, parlons du cochon. Parce qu'il y a le sujet de la chauve-souris, et puis il y a le sujet du cochon, qui lui-même est impliqué quand même dans beaucoup de choses. Notamment, j'ai lu ça, vous me corrigez si je me trompe, dans la grippe espagnole, où il semblerait, j'ai lu en tout cas, que c'était la rencontre d'une grippe aviaire avec une grippe humaine transmise par l'intermédiaire du cochon. Pourquoi est-ce que le cochon, lui aussi, est impliqué tout le temps? À cause de l'élevage intensif, parce qu'il est proche de nous? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut que le virus puisse se développer chez un certain nombre de mammifères. Et alors, il va y avoir le cochon. Le cochon peut être infecté. Là, on se retrouve sur l'autre intermédiaire qui va être facteur amplificateur, mais également facteur de recombinaison du virus qui va le rendre plus virulent. Vous voyez, et c'est là aussi où ce cochon va intervenir sur deux aspects, l'amplification et la génération d'un virus intermédiaire qui va être encore plus virulent pour l'homme. Et c'est vrai que, mais il n'y a pas seulement...
Ça va? Ouais, Oui, ça va. non, le cochon, parce qu'effectivement, ils sont plus nombreux, il y a les élevages intensifs, etc. Mais il y a d'autres mammifères qui, potentiellement, sont susceptibles de jouer le même rôle, sauf que là, on est dans des élevages très intensifs, bien évidemment. L'élevage intensif, c'est un sujet de santé publique. Oui, l'élevage intensif va avec un tas de changements, induit un tas de changements globaux. L'élevage intensif va avec la destruction des milieux naturels, va avec une augmentation de la circulation, un tas de dynamiques globales qui sont des facteurs de risque pour la transmission de ces zoonoses, justement. Donc c'est un tout à nouveau, c'est dans notre système. Alors là, on a vu toute cette vague de virus nouveaux qui sont arrivés par les animaux et qui correspondent aussi à une époque, ce que vous racontiez, de bouleversement des écosystèmes. Et après, il y a l'étape d'après qui fait un peu peur à tout le monde, c'est le réchauffement climatique et le pergélisol. Et alors, j'ai lu quelque chose, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. On a parlé de virus géant sibérien. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est une série B sur NRJ12 tard le soir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y a des virus qui vont être décongelés un peu comme Hibernatus, sauf qu'ils vont être moins marrants que Louis de Funès? Est-ce que c'est vrai ça? Alors attends, ça va ou pas? Ouais. Oui, ça marche. Heureusement, on est plein de virus, hein. Et la majorité des virus sont non pathogènes. Donc, quand on fait du démembrement comme ça, de ces gros virus, etc., c'est intéressant au point de vue taxonomique, mais ça n'a pas forcément un impact de santé publique. Et heureusement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop peur. En fait, ce qu'on connaît avec le Covid actuellement, c'est une sorte une catastrophe qu'on redoutait, qui aurait pu être encore plus terrible si le virus était plus pathogène qu'il ne l'est. Il est déjà pas mal pathogène par le nombre de personnes qui sont infectées, bien évidemment. Mais c'est pas Ebola, quoi. Mais c'est pas Ebola, et c'est globalement 0,5% des gens infectés qui vont malheureusement mourir. Mais en nombre absolu, c'est dramatique. Mais si on avait eu un virus qui se transmet par voie respiratoire avec une vraie pathogénicité de type Ebola, à ce moment-là, on serait vraiment dans le scénario catastrophique absolu. Voilà. Et ça, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on ne le risque pas à cause de tous les éléments que vient de dire Aurélie. Aurélie Binot, les virus géants sibériens. Vous n'êtes pas allé en Sibérie, vous, hein? Vous, c'est Non, plutôt l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Voilà, Vous n'êtes pas pressé d'aller voir un peu ce qui se passe dans ces endroits-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, juste avant de passer aux questions du public, il y a les animaux qui sont un peu nos bêtes noires, hein, qui sont soit des grands transmetteurs, soit des reformulateurs en fait, de virus. Et puis il y a des gentils. J'ai lu que sur la maladie de Lyme, par exemple, on s'apercevait que l'écureuil était résistant. On a des choses à apprendre de l'écureuil. Est-ce qu'on a beaucoup de choses à apprendre des animaux pour trouver des remèdes, comprendre comment on résiste à un virus ou pas? Est-ce que l'écureuil a des choses à nous dire? Alors, je ne sais pas si ça, peut-être qu'Éric aura une réponse, mais en revanche, si l'écureuil a quelque chose à nous dire, je reviens sur mes Living Labs, parce que vous parliez de la maladie de Lyme, il y a justement des laboratoires vivants autour de la signalisation des tiques, qui mobilisent des promeneurs, des éleveurs, un tas d'habitants des territoires infestés par les tiques, et qui signalent la présence de ces tiques sur un réseau social dédié à ça. Et si il s'avère que l'écureuil a des choses à nous dire et qu'on peut faire des choses grâce à ce savoir pour mieux se prémunir contre Lyme, il faut absolument que ça passe aussi par ces laboratoires vivants et par ce savoir qui implique les populations à risque, qui doivent vraiment se mettre aux côtés des chercheurs pour justement faire face à tous ces risques, parce que c'est très complexe et ça demande un engagement local et un changement de pratique si on veut arriver à quelque chose. Ah, je vais être politique, donc. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de gentil animal ou de méchant. Il y a des agents infectieux qui sont plus ou moins sensibles avec certaines espèces. C'est-à-dire que l'écureuil, par exemple, par rapport au Lyme, c'est un gentil, mais par rapport à un autre agent infectieux, ça pourra devenir un méchant. Donc voilà, c'est plus compliqué. Ne tirez pas sur la chauve-souris. Hélène, il faut passer aux questions. Merci. Oui, je pense qu'il y aura des questions dans le public. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Encore une fois, toutes les précautions ont été prises. Donc, est-ce que vous êtes plutôt écureuil, chauve-souris? Voilà.
peut peut-être avoir un peu de lumière Pangolin. dans la salle pour voir les demandes de parole. Est-ce J'en qu'il y a- profite. Est-ce qu'il y a des voilà, monsieur là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a des pangolinistes ici Donc il y a une perche pour le micro, donc vraiment qui est sur le toute- point d'être qui arrive près du acquitté monsieur. par le grand On vous jury? écoute. Merci, Jean-Pierre Dedet. Dans le cas du pangolin, qu'on élimine de plus en plus effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans le Covid avec ces souches RATG 13 ou 16, je ne sais plus, qui ont été trouvées dans les mines du Yuan en 2013, et on s'est aperçu que l'année avant, il y avait eu une épidémie de pneumonie chez des gens qui étaient allés dans cette mine. Est-ce que là, on ne peut pas penser que le coronavirus aurait pu passer directement à l'homme sans passer par l'animal intermédiaire, l'hôte intermédiaire? Alors, ce virus, il est quand même différent du SARS. Et pour cette épidémie, peut-être qu'il y a eu effectivement... La majorité des coronavirus qu'on avait jusqu'à présent étaient des coronavirus saisonniers qui donnaient un rhume. Donc, parmi tous les coronavirus, il y en a certains qui sont extraordinairement peu pathogènes. Pour revenir sur celui-là, il y a eu aussi l'hypothèse qu'autour de Wuhan, il y avait un laboratoire qui travaillait sur ces coronavirudés, et donc que le virus se serait échappé, où il y aurait eu des mauvaises manipulations qui auraient fait qu'il y aurait eu contamination. Voilà. Alors, ce type d'hypothèse, il faut toujours les chercher. On l'a cherché pour le HIV, etc. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher une cause de ce type-là. Simplement, par la nature et ce qu'on observe, on voit, et en remontant sur l'ancêtre du virus qui nous infecte, que ce n'est pas ce virus-là qu'on a retrouvé, et ce RATG n'est pas l'ancêtre du coronavirus. Et les virus qui étaient, de ce qu'on en sait, qui étaient travaillés dans ces laboratoires de Wuhan ne correspondent pas au SARS-2 qu'on retrouve chez l'homme. L'épidémiologie moléculaire, la séquence fine, etc., montrent que ce ne sont pas les mêmes virus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question rapide, puisqu'on arrive déjà au terme de nos échanges? J'en profite pour dire également donc, à ceux qui nous regardent en ligne qu'il est tout à fait possible de nous poser des questions. Je les poserai en votre nom. Est-ce que je peux poser une petite question? Les 10 principes de Manhattan, c'est quoi? Alors, les principes de Manhattan, c'est... Je ne sais pas s'ils sont 10 d'ailleurs, il y avait les 10 commandements, c'est pour ça que je me il suis y en a posé. 12, je pense. Allez, non c'est encore mieux. Ça me semble. Ouais. C'est à l'initiative de la Wildlife Conservation Society, qui est une association de préservation de la nature, et qui, dans les années 2000, quand on a commencé à vraiment comprendre que la santé des écosystèmes, des hommes et des animaux était liée, a édicté un tas de principes pour nous amener à mieux conserver les milieux naturels et la faune sauvage, et éviter autant que possible que ces interfaces de transmission se créent. Faites-vous une faveur, protégez l'environnement. Il y avait une dernière question là-bas, monsieur, non? Eh bien, on arrive au terme de... Oui. Allô? Non? Hélène? Non, c'est ça? non, mais D'accord. je voulais juste, Étienne, je Ah crois si, il y que... en a juste une dernière là. Allez-y, monsieur. Alors, on écoute monsieur, et je vous présenterai ce numéro ensuite. Excellent, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Grégory Canonge. J'aurais voulu savoir, on parle beaucoup du virus qui vont se transmettre de l'animal vers l'homme, mais est-ce que l'homme peut être également porteur de cellules dormantes qui peuvent être transmises en stade animal et qui pourraient se retourner un jour contre nous? Je pose ça en question, merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est que l'homme est contaminé, mais l'homme contamine également la nature. Et à travers ces bouleversements de l'écosystème, c'est clair que l'homme a un rôle. Par exemple, les gorilles qui sont morts de la rougeole sont morts de la rougeole par les hommes. Et donc c'est vrai que ça va dans l'autre sens, et également, nous aussi, nous sommes des réservoirs pour la faune. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on Merci peut vous infiniment. applaudir tous Merci les deux. beaucoup, Bravo, Aurélie Binot. bravo, merci Éric Étienne Delaporte, Chernel. bravo, c'est passionnant. Et évidemment, tout ça se poursuit sur lepoint.fr. Voilà, et donc je souhaitais aussi, quand même dans le contexte actuel, vous signaler ce très beau numéro donc, du Point, comment renforcer son immunité, qui est disponible auprès de notre libraire, comme les différents livres de nos intervenants. Et je vous propose donc de nous retrouver dans 3 minutes donc, pour aborder un autre sujet qui est celui du robot chirurgien, donc avec Monsieur Bertin Naum. Voilà, absolument. Merci infiniment. Merci encore à vous et à tout de suite.